Tendon, je suis rédactrice en chef adjointe à Libération, qui a le bonheur d'organiser ce forum dans cette belle ville et ce bel endroit. Nous allons commencer un débat sur l'intelligence artificielle, qui est intitulé « Intelligence artificielle, jusqu'où peut-elle nous porter ?» L'avantage des titres des débats à Libération, c'est que la question est toujours super nouvelle. Laurence de Villers, je vous présente donc nos intervenants. Vous êtes professeure à l'Université Paris-Sorbonne, vous êtes chercheuse, je tiens à le dire, avec un féminin, au laboratoire d'informatique pour la mécanique et les sciences de l'ingénieur du CNRS, c'est-à-dire le LIMSI. Et vos travaux portent essentiellement, entre autres, sur les interactions homme-machine. Vous êtes l'auteur d'un livre qui s'appelle « Des robots et des hommes ». Et le sous-titre est essentiel, mythes, fantasmes et réalités. Je pense que nous allons parler des fantasmes et des réalités dans ce débat. Jean-Gabriel Ganassia, vous êtes professeur à l'université Pierre et Marie Curie, vous êtes chercheur au laboratoire d'informatique de Paris 6 et vous êtes un grand spécialiste de l'autonomie des robots, donc on ira jusqu'aux questions. L'autonomie des robots peut nous faire un peu peur. Pierre-Yves Oudélier, vous êtes directeur de recherche à l'INRIA. C'est l'Institut de recherche en informatique et le A, c'est pourquoi sur les sciences humaines. Sur les sciences humaines. Et vous êtes aussi ancien du Computer Science Laboratory, je ne sais jamais comment on le dit, de Sony, et vous avez travaillé sur le chien robot Aibo. Peut-être que certains se souviennent du chien robot Aibo, l'ont vu en photo quelque part. Et donc, vous allez nous parler aussi des impacts sociétaux des robots qui sont quand même potentiellement énormes. Alors, moi, j'aurais envie de commencer la discussion, honneur aux dames, je fais toujours ça, c'est mon côté un peu traduit. Je voudrais commencer en rebondissant sur la délicieuse question ouverte que vous pose le Forum de Libération. Jusqu'où l'intelligence artificielle peut-elle nous porter? Alors là, nous parlons des robots et pas de l'intelligence artificielle qui ira chercher dans nos montagnes de données des choses exploitables, mais parlons des robots parce que ça parle à l'imagination. Merci pour cette invitation. Alors je vais parler des robots et de l'intelligence artificielle en fait, parce que les plateformes robotiques sont extrêmement intéressantes pour les chercheurs pour de nombreux aspects. Et mon expertise est plutôt portée sur le fait de leur donner la capacité de pouvoir parler, d'essayer de comprendre, d'interpréter en tout cas ce que l'humain dit, d'essayer de raisonner sur des réponses possibles et de générer une expressivité du langage. Je suis dans un laboratoire de recherche qui s'appelle le LIMSI, qui travaille principalement sur l'interaction humain-machine à partir du langage. Et je me suis spécialisée sur les émotions. Donc, ce qu'on appelle l'affective computing. Donc, c'est pas le plus facile quand même. Ceci amène à beaucoup de réflexions autour de qu'est-ce qu'on va faire avec ces robots dans la communauté. C'est pour ça que j'ai introduit comme ça. Sachant que ça permet évidemment de comprendre mieux ce que l'humain est en train de dire, donc d'interpréter mieux l'intention de la personne en face de la machine, mais aussi ça permet de générer une certaine empathie. Alors tout ça est de la simulation. Je suis parmi les gens qui disent « attention, on va trop loin dans les produits qu'on entend, dans les médias, à propos de ces machines », parce qu'on n'en est pas du tout à ce niveau-là de technologie. On fait des choses assez simples. Par contre, il y a des croyances, des fantasmes qui sont développés autour de ces machines qui pourraient nous dire « je vous aime, vous êtes formidable » et nous isoler des humains. Donc, il y a des applications extrêmement intéressantes pour, par exemple, l'aide aux personnes âgées, pas du tout en remplacement de quelqu'un, parce qu'il faudrait 5 personnes pour être là tout le temps auprès de quelqu'un, déjà pour le garder, l'aider à domicile. Et donc ces machines ne seraient qu'un outil utile pour les aides-soignants, pour les personnes qui sont chez elles tout seules. Donc c'est avant tout les bénéfices et les risques que j'ai essayé d'expliquer dans ce livre. Moi j'ai écrit qu'un seul livre, je ne sais pas si j'en écrirai d'autres. Je suis sortie de mon laboratoire parce que j'en avais assez d'entendre que la recherche n'était pas assez prise en compte dans les décisions qu'on avait sur l'intelligence artificielle, vous l'avez entendu ce matin. Les politiques n'ont pas de vision qui nous est donnée sur la capacité de ces machines de nous entourer partout, quand on parle des objets connectés à travers Internet. Est-ce que vous
vous imaginez demain des scénarios du style on vous dit ce que vous allez faire parce que votre portable est hyper connecté et vous annonce que vous cherchez une information, tac, vous l'avez déjà avant d'avoir cherché. Vous avez des systèmes qui vont prévenir le médecin si vous ne conduisez pas bien. Votre frigo est connecté avec votre voiture, qui est connecté avec votre maison, qui est connecté avec votre bracelet de montre que vous avez à votre poignet, qui est connecté avec votre puce électronique, qui est géniale parce que vous êtes diabétique et vous avez besoin de cette puce pour vous aider. Donc vous voyez des choses extrêmement bien qu'on peut faire. Nous, en recherche, on essaie d'avancer sur l'analyse, la faisabilité de ces différentes techniques, et il y a de l'IA partout. C'est-à-dire qu'on utilise pour faire un système de dialogue, par exemple, qui est mon domaine, énormément de briques qui sont faites avec ce qu'on entend, de l'apprentissage profond, des réseaux de neurones, et qui ne sont pas très transparents. Donc l'authenticité de cette machine, c'est un premier chantier. Pour moi, il faut éduquer, former et s'approprier ces machines pour mieux les contrôler et mieux les utiliser dans la société. Le deuxième grand chantier qui me semble important, c'est qu'on ait des raisonnements sociétaux autour de ces machines. Qu'est-ce qu'on va en faire? Certes, pour aider les personnes âgées, c'est bien, mais est-ce qu'il en faut partout dans la société? Qu'est-ce qu'on va mettre comme limite à l'interconnexion entre toutes ces techniques? Et ça, c'est un deuxième chantier qui aborde les règles juridiques et éthiques. Qu'est-ce qu'on veut en faire, nous, dans la société? Et enfin, un dernier volet qui est, qu'on entend partout, dont on a déjà parlé aussi ce matin, c'est est-ce que ces machines vont prendre notre travail? Eh bien, il faut être intelligent et savoir qu'on peut vraiment les utiliser au mieux pour nous, en mettant l'humain au centre, pour mieux comprendre comment on peut les utiliser pour aller plus loin dans notre démarche, dans nos métiers. Et c'est cette complémentarité entre les machines et les humains qu'on essaie de porter aussi, et que j'avais porté dans Francia avec Axel Lemaire, lors du dernier contrat présidentiel, et qui s'est terminé malheureusement parce qu'il y a eu ces élections et qui est en train de renaître sous d'autres formes. Mais on espère toujours qu'il y ait cette vision qui soit partagée dans la société et qui soit de mettre aussi, nous chercheurs qui travaillons beaucoup pour amener ces technologies à maturité, qui sont visibles dans le monde, à l'international. Moi, je travaille avec des Japonais sur ces sujets, avec des Américains, avec des Brésiliens. On est tout le temps dans des conférences internationales, donc on a une visibilité réelle. Il y a énormément de gens extrêmement brillants qui s'en vont, malheureusement, parce que les GAFAMI nous proposent 10 fois notre salaire. Donc il faudrait quand même qu'il y ait raison prise par le gouvernement de vouloir faire un chantier qui embarque, en fait, tout le monde, et pas seulement une minorité de décideurs. Il faut embarquer tout le terreau des chercheurs avec les grandes entreprises qui sont aussi les équipements. On parle beaucoup des start-up, c'est formidable de faire des start-up, mais pour beaucoup, elles sont rachetées, elles vont à l'étranger. Donc, est-ce que nos grands groupes, la SNCF, nous, ont développé des systèmes de chatbot pour la SNCF en 94, en 92? Alors, le chatbot, je le dis pour notre agent public, conversationnel, c'est la voix qui vous répond et qui vous dit que voulez-vous faire? Ah bon? Alors, dites-nous ce qu'est votre demande. Et voilà, ça continue comme ça, et vous parlez avec la machine qui est bien dressée pour comprendre, malgré votre accent, malgré votre élocution, que vous voulez un billet pour aller à Angers. Voilà. Ça, on avait ces technologies, vous avez raison de l'expliquer comme ça, en 94, et pour autant, elles n'ont pas été développées. Elles n'ont pas été développées parce qu'il n'y a pas eu le terreau qui était facilitateur. Peut-être parce que c'est désagréable aussi. Pardon? Peut-être parce que c'est désagréable. Alors, c'est effectivement aussi l'appropriation de ces techniques sur lesquelles on travaille, la confiance qu'on peut avoir et leur utilité. Parce que fondamentalement, on ne cherche pas à faire des objets pour des objets, mais ce qu'il faut avant tout comprendre, et ce qu'il faudrait plus impacter, je pense, dans les raisonnements qu'on est en train de faire en ce moment, c'est quelle fonctionnalité, quelle utilité on veut développer. Et moi, j'en vois certaines qui sont extrêmement intéressantes dans la société. Pour autant, je suis consciente des risques, et je fais partie de la CERNA, qui est un comité de réflexion sur la recherche de l'éthique dans le numérique, qui est au sein d'Alistem, qui regroupe l'INRIA, le CNRS, Télécom Paris et tous les grands groupes de recherche. Et je pense que c'est en étant tous ensemble et en réfléchissant sur ces sujets et en mettant dans la boucle la société et par des débats sociaux, et Axel Lemaire pointe bien ces sujets ce matin en disant qu'il faut faire participer tout le monde sur ces sujets, avec cette pluridisciplinarité qui est notre richesse aussi de réflexion, avec des philosophes qu'on peut arriver au moins à faire monter la France au niveau européen. Au niveau européen, on a des billes à faire, mais on n'ira pas si on est tous chacun dans notre coin. De la même façon, il faut créer cet écosystème autour des grands groupes sur la santé, le transport, l'énergie, pour qu'on pérennise les bonnes idées, on sache mieux utiliser la GDPR, par exemple, sur les données privées. C'est pas si simple. Il faut mettre en œuvre un certain nombre de choses. Je connais des grands groupes qui commencent à le faire. Pourquoi ne pas partager cette expérience? C'est le retour d'expérience qu'on n'a jamais.
Donc il faudrait arrêter de faire les choses trop sectorielles, mais les penser dans l'idée qu'on crée un écosystème qui pourrait apporter beaucoup dans certains domaines, qui pourrait éviter de fantasmer trop loin, la super-intelligence, etc. Ce qu'on nous envoie, c'est une vision transhumaniste, outre-Atlantique, et les GAFAMI qui prennent cette gouvernance dont on parlait ce matin. Voilà, ce sont tous ces sujets qu'on essaie de traiter, et nous sommes pauvres chercheurs dans nos petits laboratoires à essayer d'évoquer ces systèmes, parce que voilà, son entend est détestable, et le fait de ne pas être pris en compte alors qu'on a ces capacités d'aller plus loin nous ennuie fortement. C'est quoi ce que vous entendez qui est détestable? Ce qui est détestable, c'est le budget qui est donné à la recherche. C'est le fait que toutes les initiatives qui ont été faites sur l'IA le sont sans, par exemple, le ministère de la Recherche, les ministères qui pourraient être embarqués là-dessus. Donc, il faut... Alors certes, on fait partie aussi de la mission Villani, on est écouté, je pense qu'il y aura des choses intéressantes qui vont sortir de cette mission, mais est-ce que c'est à la taille du problème? Je n'en suis pas certaine. On entend partout les anglo-saxons faire des instituts, faire des tas d'initiatives. On ne sait pas discriminer pour le commun des mortels que c'est qu'une fake news, comment on utilise vraiment Internet, quel va être le pouvoir de ces machines, comment on peut les rendre transparentes et comment on peut être responsable si on travaille avec ces machines, quel est leur mérite, quel est celui de l'humain, où est l'humain au centre. Donc il faut arrêter de philosopher trop. Mais la philosophie est essentielle et il faut amener dans le débat quelque chose qui soit utile pour notre économie, je pense, et on a les moyens en France et en Europe. Jean-Yves Voudelet, je voudrais que vous nous décriviez, si c'est possible, de quoi on parle quand on parle de robots. Parce que j'ai là une interview de vous qui a été faite, je ne sais pas par qui d'ailleurs, si Franck Niederkorn, et dans laquelle vous dites qu'il y a quand même 1000 types de robots. Vous prenez des exemples qui parleront à chacun. Celui qui tond la pelouse tout seul, qui aspire la poussière, mais aussi celui qui se voit assigner des tâches de surveillance, ou même d'apporter les plateaux repas dans les hôpitaux. Personnellement, j'ai jamais vu ça encore, mais j'imagine bien comment ça peut marcher. Alors, de quoi on parle quand on parle de robots? Si vous pouvez vous saisir, Jean-Yves Voudelet, du micro. Non, c'était pour vous dire cette question-là, pardon. Jean-Gabriel Ganassia, je vais venir à vous après. Alors, peut-être que je vais reformuler votre question pour donner une question un peu plus générale de quoi on parle d'intelligence artificielle, parce que je serais d'accord avec Laurent sur le fait que les robots, quand on parle de robots d'un point de vue purement technique, scientifique, on parle en fait de l'enveloppe corporelle physique d'une machine, mais quand vous me posez la question, vous pensez réellement à celle de l'intelligence artificielle, et quand on regarde tous les articles aujourd'hui qui parlent de robotique, en fait, les journalistes et les gens qui l'interviewent parlent réellement d'intelligence artificielle. Et du coup, la question est vraiment une question intéressante, c'est qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle? Et il y a une première question qui est celle que vous nous avez posée, qui était jusqu'où peut-elle nous porter? Aujourd'hui, il y a beaucoup de confusion, effectivement. On entend parler dans les médias, mais aussi dans la bouche de grands entrepreneurs américains, par exemple, de l'idée de singularité qui exprime que peut-être que dans quelques années, nous aurions des machines qui auraient la capacité d'intelligence des humains, voire aller au-delà. Et je pense qu'il s'agit principalement d'un discours qui n'est pas du tout un discours scientifique, et qui est plutôt un discours utopique, relativement peu basé sur des arguments scientifiques, et pour lequel, effectivement, il est important de prendre un petit peu de recul et de comprendre d'où vient l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est pas quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, on en parle beaucoup, mais c'est pas du tout quelque chose de nouveau. Ça a commencé dès les années 50, et les gens qui ont inventé ce domaine-là ont d'abord considéré que c'était un ensemble d'outils informatiques, mathématiques, qui permettaient d'essayer de construire, modéliser des aspects de l'intelligence. L'objectif premier, c'était d'essayer de comprendre les mécanismes d'intelligence chez les êtres vivants et chez l'humain. Et ça a amené, depuis une cinquantaine d'années, tout un tas de progrès extraordinaires. On parle ici du futur. Donnez-nous des exemples. Voilà. Donc, par exemple, en sciences du vivant, en neurosciences, eh bien, on a développé des outils nous permettant de comprendre quels pouvaient être les mécanismes de l'apprentissage, les mécanismes de la plasticité du cerveau, et qui sont utilisés aujourd'hui au quotidien pour interpréter, par exemple, quand on ferait de l'imagerie cérébrale, ce qui se passe dans le cerveau. D'ailleurs, les outils d'imagerie cérébrale, ceux que les médecins utilisent pour essayer de voir ce qui se passe dans le cerveau, utilisent des technologies qu'on appelle d'inférence statistique, qui permettent de transformer les signaux captés par les capteurs en des images que notre œil et notre cerveau peut interpréter.
Et ça, ce sont les télescopes, si on veut, du 21e siècle, et c'est basé sur des technologies d'intelligence artificielle extrêmement sophistiquées, mais qui ne sont pas du tout nouvelles. Elles ont été inventées dans les années 70-80. Ce sont les mêmes techniques qui sont par ailleurs utilisées depuis plusieurs dizaines d'années dans le domaine de la finance, dans le domaine de la banque, pour essayer par exemple de modéliser les risques des investissements, pour essayer justement de contrôler la manière dont on va utiliser son argent, que ce soit au niveau de l'organisation jusqu'à celui de l'individu. Dans le domaine des transports, aujourd'hui, il est totalement... On parle beaucoup de la voiture autonome, mais on a tous déjà des voitures qui sont équipées de systèmes d'aide à la conduite qui, par exemple, vont freiner à notre place quand on est dans une situation où la voiture, juste, elle est très... Oui, ils vont au moins couiner à notre place. Voilà. Et tout ça, ce ne sont pas des choses du futur, ce sont des choses qui sont déjà dans notre quotidien et qui ne sont pas des technologies nouvelles, mais qui existent depuis très longtemps. Alors, il y a aussi des choses très importantes qui, je disais, qui ont été faites d'un point de vue fondamental, c'est-à-dire que les robots, les modèles robotiques ont été utilisés par exemple pour essayer de comprendre comment les enfants apprennent à parler, comment ils apprennent à marcher. Et on s'est aperçu qu'il y avait par exemple une importance assez fondamentale du rôle du corps. Et c'est pour ça que, à des algorithmes d'intelligence artificielle, par exemple comme ceux qui jouent aux échecs, on s'est aperçu que peut-être que pour comprendre dans sa globalité d'intelligence, il fallait aussi en comprendre l'instanciation corporelle, le fait qu'un cerveau agit dans le monde physique et social, et on s'est aperçu en construisant des expériences avec des robots que la manière dont était construit le corps, son élasticité, sa géométrie avait un rôle très important. Mais aujourd'hui encore, on comprend très très mal comment un enfant apprend à marcher et comment construire une machine qui marche très bien. Alors aujourd'hui, on entend effectivement parler de l'ordinateur de Google DeepMind qui vient de battre le meilleur joueur du monde au jeu de Go, ce qui a l'air extrêmement impressionnant. Et il s'est battu lui-même. Voilà, et il s'est battu lui-même, mais en même temps, on n'a pas une machine qui est capable tout simplement de marcher dans un environnement comme cette salle sans se casser la figure tous les 10 mètres, d'attraper un objet comme le ferait un enfant d'1 an et demi sans aucun problème. Et donc peut-être que ça nous amène à nous poser la question, mais a-t-on aujourd'hui des techniques d'intelligence artificielle aussi sophistiquées qu'on pourrait l'imaginer? Et ce n'est pas du tout le cas. Il y a des limites absolument fondamentales. Par exemple, ce logiciel qui joue au jeu de Go et qui bat les meilleurs du monde, eh bien vous le mettez en face d'un jeu de dames ou d'un jeu de bataille aux cartes qui est un jeu trivial, il ne va même pas en comprendre les règles. Il va falloir recruter une nouvelle équipe d'ingénieurs pour programmer un certain nombre de choses, notamment les règles du jeu, pour qu'il arrive à y jouer. Donc par exemple, le transfert d'une tâche à une autre tâche est quelque chose, aujourd'hui, qu'on ne sait pas faire du tout. Est-ce que c'est un propos rassurant que vous nous tenez là? Alors je ne sais pas si c'est un propos rassurant ou pas, le but n'est pas d'être rassurant ou d'être inquiétant, le but est d'être objectif. Et aujourd'hui, on entend beaucoup de confusion, et pas simplement de la confusion dans l'esprit de Monsieur Tout-le-Monde, pas simplement de la confusion dans l'esprit d'un certain nombre de médias qui si vous lisez évidemment des articles qui parlent de l'intelligence artificielle, il est assez difficile de trouver un qui ne finit pas par un paragraphe qui parle de « mais avez-vous prévu le bouton rouge pour arrêter votre système ?» Mais la confusion, elle est aussi dans l'esprit des décideurs, et en particulier des chefs d'entreprise, des GAFA par exemple, qui sont à la pointe du développement de ces technologies d'intelligence artificielle. Je vais vous donner un exemple. Récemment, il y a eu Elon Musk, qui est un de ces grands patrons, qui s'est inquiété... C'est le fondateur de Tesla. Qui est le fondateur de l'entreprise Tesla, SpaceX, PayPal, voilà, qui est vraiment un des très grands entrepreneurs de notre époque, et qui lui s'inquiète beaucoup des développements de l'intelligence artificielle et qui pense que peut-être dans quelques années, elle va nous dépasser, ça va être la Troisième Guerre mondiale à cause de l'intelligence artificielle. Et puis, il y a le chef de la stratégie intelligence artificielle de Google qui lui a répondu pour essayer de rassurer tout le monde, parce qu'évidemment, un discours comme ça, pour une entreprise comme Google qui base beaucoup de sa stratégie sur l'IA, c'est pas très bon pour le cours en bourse. Et donc, il a essayé de rassurer tout le monde dans une grande conférence aux États-Unis, et la manière dont il a rassuré tout le monde est la suivante. Et elle est Je crains le pire. Allez-y. Il a dit, ne vous inquiétez pas, bon, on a des ordinateurs puissants aujourd'hui, mais ils ont l'intelligence d'un enfant de 4 ans. Ne vous inquiétez pas. Est-ce qu'un enfant de 4 ans pourrait déclencher une guerre mondiale? Et là, les programmes en sont tombés. Est-ce que celui qui dirige l'intelligence artificielle chez Google comprend aussi mal à la fois l'intelligence d'un enfant et la capacité actuelle des machines qui sont développées dans son entreprise pour imaginer qu'elle pouvait avoir la capacité d'adaptation à un monde changeant? Un enfant de 4 ans, nous en sommes à des années-lumière. Et donc ce que je veux dire, c'est que, y compris dans la tête de ceux qui dirigent ces industries, il y a une confusion relativement majeure et fondamentale sur ce que peuvent faire les machines et sur ce que c'est l'intelligence naturelle.
Eh bien, je vous remercie d'être venu à ce débat particulièrement rassurant. Et Jean-Gabriel Ganassia, je vais vous passer la parole, parce que effectivement, on va monter d'un cran dans les capacités des robots et en particulier savoir s'il est trop tôt pour être inquiet ou pas. Qu'est-ce que vous diriez? D'abord, le titre, jusqu'où l'intelligence artificielle peut nous porter, ou jusqu'où les robots peuvent nous porter. Alors, je suis scientifique, hein, on est ici trois scientifiques, et est-ce qu'on est capable d'avoir précisément des théorèmes, des arguments qui nous permettent d'indiquer les limites de l'intelligence artificielle? Et là, je dis non. Nous n'avons pas d'assurance que les machines vont avoir des limites à leur développement. Donc ça, c'est le premier point. Donc, de ce point de vue-là, je ne vous rassurerai pas. Deuxième point, il y a des annonces que nous avons tous évoquées ici, des scientifiques, de certains ingénieurs, mais surtout de dirigeants des très grandes entreprises qui gouvernent l'Internet et qui sont en train, nous allons le voir tout à l'heure, de gouverner le monde, en tout cas de prendre une part aux affaires du monde qui est plus importante que celle des États à bien des égards. Donc ces déclarations-là sont excessives. En tout cas, quand en tant que scientifiques, nous les examinons en détail, nous nous rendons compte qu'elles ne sont pas fondées. Par exemple, j'ai écrit justement un livre là-dessus, sur la singularité technologique. C'est une idée de science-fiction qui a été introduite dans les années 50, d'abord par un mathématicien qui s'appelle Irving Wood, et puis ensuite par des auteurs de science-fiction, dont dans les années 80, quelqu'un qui s'appelle Werner Vinge, qui explique que, comme les machines, on essaie de montrer ça, la puissance de calcul des machines s'accroît de façon exponentielle, c'est-à-dire qu'elle double à intervalles réguliers. À un moment donné, cette puissance sera supérieure aux capacités de notre cerveau. Plus exactement, le rythme de pulsation des processeurs sera plus grand que le rythme de notre cerveau. Et il en tire de cette constatation argument pour dire que les machines vont être plus intelligentes que nous. Et puis, à partir de ça, il dit, si on a affaire à une super intelligence, cette intelligence va nous dépasser et elle va prendre le pouvoir et elle va nous emporter. Et vous en pensez quoi de cette possibilité? Eh bien, ce que je pense, c'est que ces arguments ne sont pas fondés, d'abord pour deux raisons très simples. La première, c'est que rien ne dit que la loi de Moore, cette constatation empirique que l'on fait depuis une soixantaine d'années, selon laquelle les machines, la puissance de calcul des machines augmente à rythme régulier, ça ne va pas se continuer, en tout cas on n'est pas certain que ça se continue, mais quand bien même ça se continuerait, ça ne veut pas dire que les machines seront plus intelligentes que nous. L'intelligence, ça n'est pas simplement une question de rythme de calcul des processeurs. Et je crois que c'est ça, il faut bien comprendre que même si l'intelligence artificielle, comme on l'a dit tout à l'heure, est au départ une discipline scientifique qui permet de mieux comprendre l'intelligence, c'est une modélisation. Et en tant que scientifique, il faut toujours bien distinguer, quand on a un modèle, le modèle c'est un intermédiaire entre nous et la chose étudiée. Le modèle n'est pas ce que l'on étudie. En d'autres termes, plus imagés, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette nouvelle de Borges dans laquelle il parlait d'une carte qui était la copie exacte du territoire. Et bien justement, le modèle n'est pas son objet, la carte n'est pas le territoire. Et donc, quand bien même nous utiliserons des machines pour mieux comprendre l'intelligence, qui est un défi passionnant, en tant que scientifique, je crois qu'il faut dire à quel point ça a permis de faire des progrès, ça n'est pas exactement la même chose. Et donc, on ne peut pas dire qu'il y ait des risques d'emballement de la machine. Alors, ces grands acteurs de l'Internet agitent le chiffon rouge depuis un certain temps. Par exemple, vous vous souvenez, l'an dernier, et puis c'est revenu cette année, on nous a dit qu'il allait y avoir des robots tueurs, c'est-à-dire des soldats autonomes qui seraient des robots et qui allaient faire la guerre à notre place et qui choisiraient, c'est là où consiste leur autonomie, c'est pas simplement une autonomie au sens d'une voiture autonome. Une voiture autonome, vous lui dites où vous voulez aller, et puis... Et un drone aussi, est-ce que là, l'idée c'est que ce serait l'équivalent d'une voiture qui choisirait l'endroit où vous allez aller. Là on vous dit,
ces soldats autonomes vont être capables de décider d'eux-mêmes de leur cible. Alors, bien sûr, c'est absolument effrayant comme idée, et ça n'a absolument aucune espèce de fondement. Donc je crois que ce qui est important, c'est de dire que les annonces inquiétantes de ces grands acteurs de l'Internet ne sont pas fondées. Alors maintenant, vous allez me dire, est-ce que ça veut dire que je suis rassuré, puisque vous avez posé la question à tout le monde, je vais répondre à ça. Non, ne soyez pas rassurés. Ne soyez pas rassurés parce que même si les machines ne nous font pas courir de risques existentiels, c'est-à-dire si elles ne vont pas conduire à la fin de l'humanité, en revanche, ces machines, plus exactement la généralisation de l'emploi de l'intelligence artificielle dans la vie de tous les jours, transforment la société. Vous pouvez nous donner un exemple? Eh bien, je vais donner un exemple simple. Vous avez entendu parler du web? À peine. Le web, c'est de l'intelligence artificielle. Je vais préciser les choses. Le web, c'est le couplage des réseaux de télécommunications. Ça, c'est de la technologie classique. Et puis d'un concept qui s'appelle l'hypertexte. Vous vous souvenez, l'HTTP, le protocole, c'est Hypertext Transfer Protocol. Et le langage d'écriture des pages HTML, c'est HTML. Pardon, le langage d'écriture des pages web, c'est HTML, c'est tellement intégré. Et HTML, ça veut dire Hypertext Markup Language, langage de balisage de l'hypertexte. Et l'hypertexte, c'est un modèle de mémoire qui a été fait en 1965 avec des techniques d'intelligence artificielle et publié dans une conférence d'intelligence artificielle. Ensuite, on peut continuer. Les moteurs de recherche, c'est de l'intelligence artificielle. Les systèmes de reconnaissance faciale, c'est de l'intelligence artificielle. La voiture autonome, c'est de l'intelligence artificielle. Et puis, je veux dire, on peut décliner dans la vie de tous les jours. Ça a eu beaucoup d'effets. Alors pourquoi ça transforme le monde? On a vu que le web transformait le monde, mais pas seulement. C'est parce que vous avez de plus en plus des systèmes d'apprentissage qui utilisent les techniques qui ont été évoquées tout de suite, et qui font de la prédiction, c'est-à-dire qu'ils sont capables, sur la base d'expériences vécues, d'exemples qu'on leur donne, d'être capables d'anticiper le futur. Alors ça peut être très positif. Par exemple, l'an dernier, vous aviez un article publié dans la revue Nature qui a montré qu'à partir de photographies prises de grains de beauté sur la peau avec un téléphone portable, on est capable de faire un diagnostic et d'anticiper le caractère malin, dangereux d'un grain de beauté mieux que des médecins. Donc ça peut jouer un rôle important dans la médecine préventive. Mais en même temps, on pourrait avoir des utilisations de ce type de technique dans beaucoup d'autres domaines qui sont beaucoup moins réjouissants. Par exemple, vous pourriez avoir, et on commence à avoir ça aux États-Unis, des systèmes prédictifs qui permettent d'établir la peine de prison en fonction de la probabilité de récidive. Alors là, ça devient... Ou alors, des systèmes qui établissent la prime d'assurance en fonction du risque que vous courez. Alors vous allez vous dire, c'est super, mais bien sûr, ça peut être avec des prédicteurs qui posent tout un tas de problèmes et qui sont discutables. Alors, aux États-Unis, par exemple, un très bon prédicteur du risque d'accident, c'est le code postal. Ça, c'est assez embêtant parce que vous n'êtes pas responsable de votre code postal d'une certaine façon. Bah oui, parce que vous habitez dans un mauvais quartier, mais quand même, vous pouvez bien vous reconduire. Et donc, c'est ce type de dérive de l'intelligence artificielle qui, à mon sens, sont extrêmement pernicieuses. Et dernier point, on a parlé des grands sociétés, des GAFA et d'Internet. Or, ces sociétés sont en train de prendre un empire de plus en plus grand dans le monde qui est le nôtre, et je crois qu'ils ont, outre leur objectif économique qui a été atteint, des capitalisations qu'on n'a jamais vues aussi rapides, on n'a jamais vu de capitalisation aussi rapide, mais je crois que ce qui est plus inquiétant, c'est qu'ils ont une ambition politique. Ils veulent assumer à la place des États un certain nombre de prérogatives qui relevaient normalement des attributs de la souveraineté, comme la sécurité intérieure, comme la justice, et même d'ailleurs la défense. On pourrait se dire ça reste l'apanage des États. En réalité, ces grands acteurs, non pas sur le terrain classique, mais sur le cyberespace, veulent à la fois se défendre, mais aussi utiliser des armes offensives. Donc je crois qu'il y a de quoi s'inquiéter. Il nous manque un politique à cette table, à cette tribune. Laurence de Villers, vous aviez envie d'intervenir? Oui, là, on partage tous les mêmes visions. Une en plus sur l'apprentissage. On est en train d'essayer de faire que ces machines puissent apprendre dans leur environnement. C'est-à-dire apprendre de leur expérience, en regardant les humains, en essayant d'imiter, en changeant leur langage, etc. Comment va-t-on gérer ça? Donc à la fois, on est rassurant sur le fait que ce n'est pas une super intelligence, mais en même temps, ces machines qui vont apprendre de nous dans notre quotidien,
en interaction avec nous, que vont-elles apprendre? Et ça, c'est la question qu'on ne se pose pas assez. Comment on va vérifier ça? Comment on va monitorer ceci sans être tout le temps surveillé? Puisque, on a eu un exemple dans les médias, c'était Tai de Microsoft, c'était un agent conversationnel, chatbot, qui était mis le matin, qui tenait des propos, les humains sont formidables, et le soir, après avoir interagi avec des internautes un peu malveillants, il tenait des propos d'une toute autre nature, qui étaient non politiquement corrects, en disant que les nazis étaient exceptionnels. Donc, il avait appris, de par ses interactions avec les gens, un certain nombre d'informations, et il ne sachant pas du tout si c'était bien ou mal, il les a intégrées dans sa mémoire. Comment fait-on pour aller vérifier cela? Donc nous, on a vraiment travaillé en tant que chercheurs sur ces aspects. Comment on fait pour, soit on interdit à ces machines d'apprendre de nous, et elles resteront avec l'apprentissage, les connaissances qu'elles ont au moment où elles ont sorti sortent de l'usine, par exemple, ou alors est-ce qu'on les met libres de modifier un certain comportement et de s'adapter à nous, ce qui est souhaitable dans une certaine mesure, mais en les contrôlant. Donc c'est cette idée d'éthique by design où il faut aller chercher en fait quels seraient les fondamentaux à mettre. Alors est-ce que c'est la bonne façon de faire? Est-ce que c'est aussi de donner plus de capacité de compréhension aux gens qui vont utiliser ces machines? On parlait d'empowerment ce matin et je pense que c'est le bon terme. Et effectivement, il faut que quand vous achetez, on va pouvoir acheter maintenant à la FNAC là, des objets communicants comme ça qu'on met dans son salon. Moi j'ai Google Home, on peut les acheter effectivement en France maintenant. Amazon qui est dans 20% des foyers américains, qui servent aussi à donner la météo. Et qui a servi d'ailleurs à résoudre des enquêtes policières puisque pendant qu'ils étaient en train de se trucider l'un l'autre dans un foyer, la machine a enregistré exactement tout ce qui se disait dans la pièce puisqu'elle réagit au son de la voix. Alors normalement non, elle n'aurait pas dû parce qu'elle est déclenchée par un signal. Donc soit la femme a déclenché le signal, on ne le sait pas, soit c'était un problème qui était que vous étiez écouté en permanence. Donc tous ces sujets assez compliqués d'utilisation de ces outils ne sont pas du tout réglementés. Et donc, un, c'est pas réglementé. Deux, on nous envoie des informations, vous venez de le dire, dans les médias qui sont extrêmement anxiogènes. Et trois, on a une capacité naturelle, être humain, à anthropomorphiser les choses qui sont autour de nous et avec lesquelles on interagit. Donc on parle à sa voiture, on va parler à ses animaux. Mais les constructeurs de ces petites machines leur donnent des noms d'ailleurs, les petits noms. Voilà, et les designers utilisent ça. Alors par exemple votre aspirateur, là, qui est le premier robot autonome qu'on va trouver dans les foyers, eh bien moi j'ai eu des questions de lectrices qui disaient mon aspirateur s'arrête au milieu de la pièce, mais que pense-t-il? Il heurte un objet. Va-t-il être en colère? Oui, non, mais je ne me moque pas trop parce qu'effectivement, dès qu'on est face à ces trucs-là, on raisonne comme ça. Donc c'est tout à fait naturel, la média-équation, et on a théorisé là-dessus, c'est une faculté d'anthropomorphiser, c'est pour notre survie, on est des créatures qui vivons en société. Et donc on va parler, et c'est pour ça qu'on est devenu de plus en plus intelligent, parce qu'on est dans une société qui s'entraide et qui pérennise des choses. Alors ces machines qui viennent là au milieu, il faut leur trouver des statuts, comprendre exactement quelle serait leur position, savoir comment on peut les réglementer ou les confiner et mieux apprendre de ce qu'elles pourront faire, parce que sinon on va être embarqué dans un monde. Alors je suis rassurante d'une certaine partie, en même temps j'alerte sur le besoin de travailler sur l'interaction à long terme. On fait beaucoup de tests en laboratoire qui sont à court terme. Maintenant mettre des machines comme celle-là qui s'adaptent aux humains en continu, comment on fait? Parce que c'est comme notre voiture, on va faire des contrôles techniques. Est-ce que il y a plein de solutions qu'il faudrait pouvoir envisager sereinement en essayant de comprendre les tenants et aboutissants de ces machines auprès de nous dans notre quotidien. Et comme je disais tout à l'heure, ce scénario d'hyper-objet autour de nous pose vraiment des questions. On le voit au Japon, hein. Est-ce que ça va isoler les gens? Il y a par exemple au Japon des petits... vous savez qu'ils développent pas mal des robots sexuels. Déjà, cet aspect-là est moins développé dans... Je ne sais pas si vous savez était vraiment le terme. Bon, les baby dolls, voilà, pourraient être des robots avec un peu plus d'autonomie, on peut en parler un peu, tout à fait rudimentaire pour l'instant, mais bon, c'est un secteur de marché dans certains pays.
Deuxièmement, donc ça c'est sur l'interaction purement sexuelle. Deuxièmement, sur l'interaction sociale, eh bien au Japon on va trouver des gadgets comme Getbox, qui sont par exemple un petit hologramme qui sort de votre téléphone, qui représente une espèce de fée clochette, très sympathique, qui a une personnalité, des goûts, etc., et qui discute avec vous. Alors elle habite avec vous chez vous, vous habitez tout seul, donc l'humain il est totalement isolé, et ce petit personnage vous envoie des messages quand vous êtes au travail. Ça va mon chéri, est-ce que t'as pas de problème? Des choses de ce goût-là, qui remplacent en fait un lien social qu'on avait entre nous dans la famille pour s'entraider dans le quotidien. Donc il faut faire très attention aussi à ces dérives d'interaction sociale qu'on pourrait avoir avec trop de machines. Et puis, comprendre leur place. Donc je pense qu'il y a une réflexion philosophique, sociétale, avec des sociologues et avec des informaticiens qui sont capables de modifier en fait la façon dont se comportent ces machines et ce qu'elles apprennent ou pas de nous en essayant de contrôler. Jean-Yves Oudélier, j'avais envie de vous faire réagir là-dessus. On a l'impression que là, on ne parle plus des robots, on parle plutôt de l'éducation de nous autres, les humains, face à Non, c'est à cause des robots qu'il faut éduquer. Oui, bien sûr, mais face à ces objets. Oui, alors justement, effectivement, l'éducation est importante. Alors, juste pour résumer rapidement ce qu'on vient de dire, d'abord on a dit, il y a le mythe de la singularité, qui est vraiment une forme de mythe qui partage beaucoup d'éléments avec certaines structures religieuses, et qui sont d'ailleurs développées par le mouvement Est-ce que vous posthumaniste. pourriez, s'il vous plaît, définir la singularité telle que les GAFA l'entendent, que ce soit clair? Voilà, comme le disait Jean-Gabriel, il s'agit d'imaginer que dans un très petit nombre d'années, il va y avoir un moment qu'on appelle la singularité, le point de singularité, auquel les machines dépasseraient l'humain en termes d'intelligence. Et à partir du moment où on développe cet argument-là, avec tout un arsenal non pas scientifique, mais marketing, vous avez vu le style publicitaire des vidéos que nous avons vues dans l'intervention précédente, voilà, eh bien on va effectivement automatiquement aller déclencher tout un tas de réflexes anxiogènes dans la population et aussi dans le cercle des décideurs, et ça va avoir pour première conséquence de détourner l'attention des gens des véritables problématiques que Jean-Gabriel a expliquées, qui sont celles des algorithmes qui ne sont pas du tout aussi intelligents qu'un humain comme dans la singularité, mais qui déjà ont un impact sociétal et économique fondamental au quotidien, comme Jean-Gabriel l'a expliqué, qui posent des problèmes d'un point de vue de l'équité, l'équité des décisions artificielles, par exemple pour l'attribution des crédits, comme on l'a dit, et des problèmes d'acceptabilité. On parlait par exemple de mettre des robots pour aider les personnes âgées qui ont des difficultés, et ça pose des problèmes d'acceptabilité, et puis de contrôle aussi, parce que évidemment il y a toujours cette problématique que quand on va construire des systèmes, même si justement ils ne sont pas assez intelligents, on sait que par défaut ils vont être presque naturellement stupides. Et par exemple, si on dit à un robot ménager, eh bien fais le mieux que tu peux pour faire le ménage dans la maison, et le robot dit, mais comment est-ce que, c'est quoi ma mesure? On lui dit, il faut que tu fasses disparaître toute la poussière. Une solution très naturelle, c'est de mettre la poussière sous le tapis. Alors, évidemment, ça c'est un exemple qui n'a pas trop de conséquences, mais imaginez qu'on fasse la même chose quand il s'agit d'une voiture dont le but c'est de respecter les règles de la circulation, ou d'un robot qui est d'accompagner le mieux qu'il peut une personne âgée, et qu'on va lui donner voilà, une sorte de mesure objective. Lui il va pouvoir trouver des solutions complètement créatives et parfois dangereuses. Et du coup, dans ce monde-là, eh bien, l'éducation est devenue absolument fondamentale. Évidemment, l'éducation pour monsieur tout le monde, pour les enfants, de manière à ce qu'ils puissent comprendre l'impact de ces outils dans leur vie quotidienne. Mais aussi l'éducation pour les décideurs, l'éducation pour ceux qui vont construire des start-up, des grandes entreprises, qui vont vouloir développer une économie et être compétitifs dans le monde qui nous entoure. Et ça, évidemment, ça semble essentiel. Et du coup, c'est pas si facile que ça, parce qu'aujourd'hui, l'éducation, comment on l'a fait? On l'a fait à l'université. On l'a fait à l'université, et il faut que l'université, elle soit forte. Il faut qu'il y ait notamment un certain nombre de chercheurs, de professeurs, d'enseignants qui soient suffisamment, on va dire, à l'état de l'art. Et aujourd'hui, on a une petite problématique dont on parlait précédemment, c'est que la plupart des chercheurs qui sont dans cet univers-là sont en train d'être recrutés par tout le monde privé, et pas en France, parce que les grandes entreprises françaises, elles n'ont pas tellement encore pris le chemin de tout ce mouvement économique, mais à l'étranger. Et donc on est en train de se retrouver dans un système où, d'accord, il faut éduquer les gens, mais on va les éduquer avec qui, avec quelles compétences, s'il n'y a plus personne à l'université. Et puis par ailleurs, il faut évidemment une recherche extrêmement forte,
parce que pour comprendre toute la mécanique, les enjeux éthiques qui sont posés par ces algorithmes, il faut vraiment comprendre dans le détail comment ils fonctionnent et quels peuvent être leurs développements. Et vous avez bien compris tout à l'heure, par l'argumentation de Gary Shapiro, que c'est pas du tout ce qui préoccupe les grandes puissances industrielles. Ce qui les préoccupe, c'est évidemment un seul critère, qui est celui de la maximisation de l'efficacité économique. Laurence de Villers, j'ai eu l'impression que vous aviez envie d'ajouter quelque chose. Juste pour continuer, en fait, on a quand même des comités de réflexion, chercheurs, qui sont internationaux, notamment dans I3E, qui est une société savante, qui se préoccupe de ça. Alors, est-ce que c'est une goutte d'eau dans l'univers des GAFA? Certes, mais en tout cas, il y a une conscience quand même internationale sur ces sujets. On était il y a 2 jours avec des Japonais qui venaient parler d'éthique à Paris. Qui se sont déplacés, ils nous ont invités, Gabriel et moi, en juin, avec un philosophe, pour parler de ces sujets. Donc il y a quand même une conscience qu'il va falloir mettre à plat un certain nombre de choses qui n'atteint pas encore nos décideurs, ni souvent les startups qui ont ce besoin d'aller très vite et de faire de l'économie. Et je pense que c'est là où est l'erreur, c'est-à-dire qu'on va faire des produits pour des gens, donc il faut qu'il y ait cette acceptabilité dont tu parlais, cette confiance. Et pour moi, c'est le nerf de la guerre. Si on faisait une espèce de marque bioéthique sur ces sujets d'IA, sur ces objets qu'on veut mettre dans notre quotidien, on aurait peut-être gagné. Alors il ne faut pas mettre n'importe quoi non plus derrière, il ne faut pas que ce soit un blanc-seing trop facilement obtenu, il faut des comités d'éthique extérieurs aux GAFA, extérieurs aux grandes boîtes, qui puissent avoir un regard sur ce qui est fait, et cela de façon agile. Alors cette agilité, elle est difficile à mettre en œuvre dans un pays comme le nôtre qui est très administratif. Elle est plus facile à mettre en œuvre, visiblement, aux États-Unis, et au Japon, ils ont pris ça, en tout cas, à bras-le-corps, et dans tous les ministères, ils sont en train de parler de ces sujets d'éthique, qu'est-ce qu'il faudrait mettre dans ce que tous les objets que vous achetez, par exemple, vous pourrez avoir les capacités des différents systèmes intelligents que vous achetez, parce que pour l'instant c'est tout à fait opaque, il n'y a rien d'expliqué. APB que vous utilisez pour vos enfants, pour savoir quel va être leur avenir, c'est pas de l'IA forte, ça c'est juste un système, un logiciel dont on parle beaucoup, c'est pour ça que je donne cet exemple. Est-ce qu'on l'a expérimenté? Est-ce que vous avez donné la possibilité de l'expérimenter? Il y a des façons de faire, par l'expérimentation, par l'éducation, par la formation en continu dans la société qui sont nécessaires. Est-ce que, j'ai une question, alors je ne sais pas pour l'un de vous trois, je ne sais pas celui qui aura envie de répondre, est-ce que la montée des objets connectés, ça va aussi dans la production de plus en plus d'intelligence artificielle? Je prends un exemple du temps où je me pesais sur une balance. C'est vrai que mes progrès, je les enregistrais dans ma tête et ça suffisait là. Là, si c'est une balance connectée, ça va partir et ça va nourrir des données sur le poids. C'est exactement ce problème en fait. Votre balance, elle peut être connectée à votre frigo, elle peut être connectée à votre montre qui vérifie vos pas, elle peut être connectée avec votre puce parce que vous êtes diabétique, je disais tout à l'heure. Et puis elle peut être connectée à votre médecin et à votre assureur, qui va peut-être, suivant le niveau de risque que vous avez, finalement ne plus être dans cette vision d'entraide sociale qui est l'assurance. Normalement, c'est partager les risques tous ensemble pour que tout le monde puisse avoir un bénéfice. Là, vous serez peut-être celui qui va payer plus parce qu'il est à risque fort. Ça, j'ai déjà entendu des applications comme ça qui sont déjà en cours. Donc, il faut faire très attention quand même à ces objets connectés, à cette hyper-connectivité. Si ça reste assez segmentaire, dans un but, avec une fonction. Je pense qu'on ne pense pas assez à la fonction des choses qu'on est en train de mettre en œuvre. À quoi ça va servir, quel va être le bénéfice pour l'humain, le bénéfice économique. Il faut mettre tous ces bénéfices ensemble. Il n'y a pas seulement le bénéfice de l'économie. Et je pense que ça, il faut l'envoyer sur toute la planète. Parce que sinon, on risque d'être dans un état qui va gérer tout, qui va être connecté, vous allez être connecté, vos données vont aller d'un endroit à un autre, donc finalement ma personne sera représentée par un lot de données, est-ce que c'est moi ou pas, ça c'est une question encore philosophique, mais jusqu'où ça va aller, et est-ce que ces données peuvent servir à d'autres personnes? Est-ce qu'une machine qui enregistre, parce que quand on parle des machines, on pense personnalité du robot, etc. Mais il n'a rien du tout d'embarqué sur lui le robot, ou très peu. On essaie de remettre des choses sur le robot, mais normalement c'est sur le cloud, c'est sur Internet qu'on a des modèles, et puis X robots, c'est comme Her, vous avez déjà peut-être vu qu'il était un film où on parlait à son téléphone et il y avait une voix très sympathique qui tombait amoureuse de vous, mais en fait elle parlait à des milliers de personnes en même temps. Donc la relation humaine-machine était terrible. Et donc quand on parle à un robot, c'est pareil, ou à une machine comme les agents conversationnels, ils sont avec des logiciels qui sont sur Internet, et beaucoup de personnes ont accès au même logiciel. Donc c'est pas du tout une
interaction qui est symétrique. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est complètement asymétrique. Il n'y a ni intention, ni sensibilité, ni rien de tout ça dans ces machines, même si je travaille sur l'affectif, je peux vous le dire. Il n'y a rien du tout de tout ça. Et il y a cette dissymétrie qui est que la machine englobe toutes nos données. C'est notre mémoire de tout ça. Et c'est pas anodin quand même ça. Une machine récupère toutes nos données d'interaction. Alors qu'est-ce que ça a comme statut? Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on se protège de ça? Comment on peut oublier? C'est toutes ces questions sur les données qui sont essentielles. Jean-Gabriel Ganachia, je voulais que vous réagissiez sur cette histoire d'objets de plus en plus connectés et de la montagne de données et de l'intelligence artificielle que ça permet de développer. Ben, ça a été assez bien dit, hein. La définition des objets connectés sont des objets qui enregistrent toutes leurs interactions avec nous. Et ben, ça va être ce qu'on appelle de plus en plus wearable computing, l'ordinateur vestimentaire. C'est qu'on va avoir des ordinateurs, on a déjà des téléphones portables dans nos poches, on a des montres connectées, on aura des chaussures qui enregistreront, on a des vélos qui sont connectés, la ville entière est connectée. Alors, ça change un tout petit peu le monde, parce que, par exemple, une montre connectée, est-ce que c'est toujours une montre? Un téléphone, par exemple, normalement, étymologiquement, ça doit permettre de parler, mais on téléphone de moins en moins avec un téléphone. Et donc, tout ça fait que le monde est en train de changer. Et il y a un concept qui a été introduit par un philosophe italien qui travaille à Oxford, que je trouve très intéressant, c'est la notion de réontologisation. L'ontologie, c'est la science de l'être. Et réontologisation, ça veut dire que les notions classiques sont en train d'être redéfinies. Le monde, de ce point de vue-là, est en train d'évoluer à grande vitesse. Et bien sûr, il faut arriver à penser le monde et à savoir qu'est-ce qu'on veut. Ce monde ne nous tombe pas sur la tête comme le ciel tombait sur la tête des Gaulois. Normalement, ce sont les hommes qui le font. Mais le problème, c'est qu'il faut savoir qu'est-ce qu'on veut. Or, pour l'instant, ceux qui nous proposent quelque chose, ce sont effectivement les grandes entreprises, parce qu'elles nous donnent une espèce de désir, mais qui n'est pas le nôtre. Et il faut qu'on essaye de prendre conscience de ce que va être ce désir. On a parlé d'éthique tout à l'heure. L'éthique, étymologiquement, c'est la même racine en grec que étable. Ce sont les mœurs. Et pourquoi c'est la même racine que étable? Parce que c'est là où les animaux rentraient chaque soir. Donc effectivement, c'est ce qui nous permet de nous retrouver, ce sont nos habitudes. Le problème, c'est qu'on est dans un monde qui est nouveau, qui est doublement nouveau. Il y avait un philosophe, Georges Balandier, plus exactement un anthropologue, dont vous vous souvenez peut-être, il était étonnant parce que c'est lui qui a inventé le terme tiers-monde, donc c'est quand même pas n'importe quoi. Et puis il s'est rendu compte, à la fin des années 90, il était assez âgé, que ce qu'il avait fait au début de sa vie, qui était d'aller voir des peuplades qui n'avaient jamais été en contact avec la civilisation, c'était plus possible. Parce que toutes les peuplades avaient été plus ou moins en contact avec la civilisation. En revanche, il y avait un nouveau travail pour les ethnologues qui était de regarder ces nouveaux mondes. Et il a écrit un livre dont le titre était tout à fait révélateur, il appelait ça les nouveaux mondes. Le redoublement du nouveau voulait dire qu'à la fois ce sont des nouveaux mondes comme l'était l'Amérique pour les Espagnols, en ce sens que ce sont des mondes que l'on n'avait jamais vus, mais ils étaient doublement nouveaux parce que c'était des mondes qui advenaient. Et c'est toute notre difficulté, c'est que le monde dans lequel nous rentrons, nous ne le connaissons pas. Donc, il est difficile de savoir qu'est-ce que nous voulons faire dans ce monde. Et je crois que c'est ça, on a un devoir aujourd'hui, qui est un devoir d'imagination. Qu'est-ce qui va se passer et qu'est-ce que nous souhaiterions qu'il se passe dans le futur? Et ces objets connectés, c'est un exemple, je crois, tout à fait illustratif de ce monde dans lequel on va rentrer. Nous allons avoir beaucoup de potentialités avec tous ces objets. Certaines sont formidables. Par exemple, je ne sais pas si vous avez vu, mais maintenant, vous pouvez avoir des vélos en libre service, on avait déjà ça. Mais en plus de ça, vous n'avez même pas besoin d'avoir des stations. Vous avez des scooters en libre service, parce que on peut... Ça, ce sont des potentialités qui sont extrêmement agréables. Mais, en même temps, bien sûr, on peut avoir le versant négatif, à savoir d'être suivi en permanence. Et que toutes nos données soient collectées. Alors, qu'est-ce que ça veut dire si toutes nos données sont collectées? Ça veut dire qu'un pouvoir autoritaire pourra en abuser. Mais justement, je crois que ce qui est important, c'est de ne pas regarder le monde qui vient avec les yeux d'hier. Ne pas regarder dans le rétroviseur de l'histoire. Parce que cette collection systématique des données individuelles évoque pour nous le monde stalinien, le monde totalitaire, le monde nazi. Et je crois que ce qui arrive aujourd'hui est différent.
c'est un monde dans lequel on a de nouveaux acteurs qui sont en train de prendre un pouvoir considérable, et donc c'est un nouveau féodalisme. C'est-à-dire que... Ça pourrait être un nouveau monde totalitaire, sauf que... Alors, c'est pas totalitaire au sens où des philosophes avaient introduit le concept, parce que le monde totalitaire, c'est un monde dans lequel les individus sont totalement soumis à un seul pouvoir, et on veut savoir qu'est-ce qui se passe dans leur tête. Là, c'est pas du tout la même chose. Vous avez des acteurs qui, chacun, vont prendre une part du monde. Vous aurez un acteur qui s'occupera de vos recherches, un acteur vos réseaux d'amis, etc. Et donc, il risque plutôt d'y avoir un monde un tout petit peu éclaté. Et ce qu'on verra en nous, c'est pas un individu qui adhérera totalement à une seule idéologie, comme c'était le cas dans le totalitarisme, mais je crois que c'est un monde différent dans lequel on va essayer de trouver en nous le consommateur. Aujourd'hui, par exemple, on parle des données, le big data. Pourquoi est-ce que les grands acteurs ont développé le big data? Au départ, c'est parce que l'information a une nature particulière. C'est une rumeur est capable de détruire complètement toute une entreprise. Tout peut se basculer très rapidement. Donc pour lutter contre ça, il faut récupérer les informations qui sont sur le web pour essayer de répondre à ces rumeurs par avance. De même, les produits que l'on fabrique, il faut savoir comment ils sont utilisés pour être capable de les reconcevoir si jamais il y a un dysfonctionnement. Vous allez me dire, en tant que consommateur, on est content, mais effectivement, on ne voit plus chez nous que le consommateur. Il y a un philosophe américain qui est un technologue en même temps, qui s'appelle Jaron Lanier. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Il est passionnant parce qu'il raconte une histoire. Il nous dit, ce sont ces grands acteurs, un peu comme les sirènes pour Ulysse. Les sirènes, vous savez, c'était ces êtres mythologiques, mi-poissons, mi-femmes, qui chantaient un chant si suave et si délicieux qu'on était irrémédiablement attiré vers elles. Et ensuite, et ça se finissait très très mal. Et bien il dit, ces grands acteurs, c'est la même chose. Ils vous vendent la gratuité. Vous ne payez pas pour Google, c'est super. Vous ne payez pas pour Facebook, c'est super. Et vous y allez, et ensuite vous êtes pris pieds et poings liés. Et ces acteurs ont des capitalisation boursière énorme, donc ça veut dire qu'effectivement ça rapporte, mais ça rapporte d'une façon détournée. C'est le fait qu'il n'y a jamais rien de gratuit dans le monde et on vous fait croire qu'il y a du gratuit. Donc c'est ce monde-là, je crois. As a free lunch. Exactement. Une grande phrase d'économiste, il n'y a pas de dîner gratuit. Jean-Yves Daillet, avant qu'on passe la parole à la salle, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Oui, peut-être une vision complémentaire. Effectivement, aujourd'hui, on est dans un système où les grandes entreprises anglo-saxonnes essayent d'écrire le futur pour nous. Quand elles décrivent le futur, elles nous présentent souvent le futur sous la forme d'une courbe qui représente l'évolution des technologies qui évoluent exponentiellement, et il y a une seule courbe qui avance très vite. On ne voit jamais dans leur discours des images avec plusieurs courbes, plusieurs possibles. Et il faut que ce soit nous, la population, les acteurs locaux, les autres entreprises, qui écrivions notre futur. Et j'en reviens à l'éducation. La première manière d'écrire notre futur, eh bien, c'est de prendre conscience et de comprendre, par exemple, de la manière dont les objets connectés fonctionnent à notre quotidien. Il y a plusieurs manières de le faire. Par exemple, aujourd'hui, il y a des mouvements de fabrication par soi-même, do it yourself. C'est tout le mouvement des Fab Labs, dans lequel, par exemple, on essaye de redonner du pouvoir et de la compréhension à la population sur les objets technologiques en donnant des outils qui permettent de les reconstruire, et puis en particulier en disséminant des outils qui sont open source. Alors ça veut dire quoi open source? Ça veut dire que des logiciels, par exemple d'intelligence artificielle, ou des objets technologiques qui permettent de construire des objets connectés, tous les plans, tout le code est disponible pour tout le monde, de manière ouverte, et tout le monde peut le modifier et le redistribuer de cette même manière. Et ça donne des outils au quotidien pour reconstruire, pour inventer, qui permettent du coup de déconstruire les objets qui sont apportés dans nos maisons par les GAFA. Et je pense que cette manière de procéder est très fructueuse et encourageante. Merci le geek malin. Vous voulez rajouter quelque chose, puis après je passe aux questions. Juste pour terminer, donc l'intelligence des machines, c'est avant tout une intelligence de calcul et de mémoire. Et l'intelligence humaine, elle est émotionnelle, elle est intuitive, elle fait
Notre corps joue un grand rôle et la machine n'en a pas. Elle n'a pas d'intériorité corporelle, elle n'a pas de viscères, elle n'a pas tout ça qui est le plaisir, la douleur, qui sont nos moteurs aussi, si on parle du bas niveau. Elle n'a pas non plus de rêve et d'intention. Elle subit en fait ce que mettent les chercheurs, mettent les programmeurs dans la machine. Donc il ne faut absolument pas confondre. Et ce mot intelligence artificielle est tellement dramatiquement mal choisi qu'il nous embarque sur autre chose. Il faut rester très raisonnable sur ce terme. Et pour revenir sur l'éducation, moi je pense qu'il est essentiel aussi que les concepts fondamentaux de ce que c'est que la programmation, il ne faut pas faire des codeurs dans la société de demain, mais en tout cas, il faut que les concepts fondamentaux qui sont une boucle, qui sont le fait qu'un algorithme, c'est une succession d'actions. Quand vous faites un poulet à la maison, vous faites une succession d'actions, c'est une sorte d'algorithme. Il faut démystifier tout ça, et il faut qu'à l'école maternelle, très petit, les enfants puissent jouer avec des Legos, qui sont des sortes d'actions qu'on met bout à bout, et qui montrent une petite machine qui tourne, par exemple, un petit personnage qui tourne sur un circuit, ou un labyrinthe avec un petit robot. Et je pense que ça, c'est demain, comme ça, qu'on devrait concevoir des machines où l'innovation qu'on peut chercher dans l'intelligence artificielle serait utilisée à bon escient si on comprend ce qu'on fait. Alors, si on éclaire un peu la salle, ce que je demande à la régie, je pourrais voir s'il y a des questions dans la salle et à quel endroit elles se situent. Ah, voilà, ça vient. Alors, on va commencer par le haut, pour une fois. Voilà. Le monsieur qui pour moi est à gauche. Alors je ne sais pas qui est-ce qui transmet le micro. Ah oui, il monte vers vous. Très bien. Allez-y. Oui, merci. Oui, Patrick Mérou, je suis médecin urgentiste. J'ai une première remarque, je trouve qu'on parle beaucoup plus de l'avenir de la société dans cette conférence que dans la précédente, et c'est quand même extrêmement intéressant que ça vienne de chercheurs. La deuxième chose, c'est que j'ai l'impression qu'en fait, on revient à des choses essentielles qui sont la discussion sur les normes sociétales qu'on décide de mettre en place, et de quelle façon ces outils, l'intelligence artificielle, les outils connectés vont les influencer. Contrairement à des GAFA qui sont plutôt comme toute entreprise qui va essayer de faire un bénéfice. Est-ce que ces normes, est-ce qu'il y a des pays ou des collectifs qui ont un petit peu plus avancé pour les édicter, pour les mettre en avant par rapport à cette problématique? Laurence Tavilla, je pense qu'on va tous répondre. Moi je réponds juste sur I3O dont j'ai parlé tout à l'heure, la société savante IEEE, qui est sur l'électrique numérique. Au sein de cela, moi j'ai par exemple un groupe dont je m'occupe qui porte sur les normes et standards d'objets qui pourraient manipuler, ce que les Américains appellent le nudging, c'est-à-dire la manipulation, l'incitation à choisir quelque chose pour normalement le bien-être de la personne. Voilà. Est-ce que ce genre de choses, on peut déjà étiqueter, définir ce que c'est, dans quel cadre ça pourrait être mal utilisé, bien utilisé, et ça c'est fait dans un groupe où on a des Japonais, des Brésiliens, des Français, des Européens. International. Alors il y a une douzaine de groupes qui sont sortis de cette initiative, qui cherchent à travailler sur les normes et standards, et I3E a une force qui est celle d'I3E pour essayer de pousser dans ce sens-là. Et derrière, il faut des règles juridiques. On a toujours les 4 verrous essentiels qui sont mis dans I3E, c'est éduquer, trouver quelles règles éthiques on doit mettre, trouver des outils pour savoir si effectivement les objets ou les systèmes qu'on utilise sont éthiquement corrects, et puis faire des lois, des règles juridiques en cas d'abus. Et donc en France, on a aussi à l'INRIA plein de... INRIA, CNRS, CEA, on a plein de plateformes qui sont émergentes, DataIA sur Paris-Saclay, Transalgo, qui sont l'idée de raisonner sur l'analyse concrète informatique de la façon dont ces objets se comportent. Donc pour essayer de trouver de façon pérenne des outils qu'on pourrait utiliser dans toute la société pour vérifier des choses. Jean-Gabriel Camusson. Oui, il y a effectivement différents groupes. Laurence a parlé d'I3E. En France, il y a la CERNA, et puis dans différents comités d'éthique, on se préoccupe de cela. Vous savez qu'il existe un comité consultatif national d'éthique, le sous-titre pour les sciences de la vie et de la santé. Et justement, l'une des questions qu'on se pose, c'est est-ce qu'il ne pourrait pas y en avoir un pour les sciences du numérique? C'est ce que nous avons essayé de mettre en place. Pour l'instant, nous n'y sommes pas arrivés, mais nous ne désespérons pas de convaincre nos gouvernants de constituer, parce que je crois que ça mérite d'être fait, de constituer ce type de réflexion collective. Il y a un deuxième point sur lequel je voudrais insister, qui n'est pas celui des institutions, mais qui est plutôt la logique. Vous avez parlé de normes. Et les normes, ça peut être soit imposé par un pouvoir central, par des États, qui vont décider, soit imposé par la société elle-même. Or,
moi je crains que si nous passions par ces canaux traditionnels de constitution de groupes d'experts, ceci implique entre autres les représentants des industriels et que ça devienne quelque chose à la fois de contraignant et ça ne résolve pas les vrais problèmes. Il me semble qu'il faudrait aller différemment. Mais pour l'instant, je ne sais pas exactement comment. Il me semble que ce qui est plus important, c'est d'avoir dans la société une aspiration, c'est-à-dire une connaissance suffisante des problèmes qui fait que lorsqu'on achètera un produit, on souhaitera qu'il vérifie, qu'il réponde à un certain nombre d'objectifs et à ce moment-là, que l'on ait plutôt des labels, des certifications avec des organismes extérieurs qui pourront garantir que ces propriétés sont vérifiées, par exemple que des objets connectés ne déportent pas les informations personnelles vers un site central, ou qu'un robot ne prenne pas de décision qui irait à l'encontre d'un certain nombre de règles. Et je crois que ça, c'est à l'avenir quelque chose d'extrêmement important, c'est-à-dire ne pas faire confiance aux États ou aux institutions supranationales comme la communauté européenne, mais au contraire éduquer l'ensemble de la société qui est un désir, une aspiration commune vers une société. Il me semble que ce qui est vraiment important, c'est, j'insiste là-dessus, l'imaginaire, imaginer et désirer et faire en sorte que le futur soit désirable, ce qui n'est peut-être pas toujours le cas, mais je crois qu'il devrait pouvoir l'être. Jean-Yves, vous avez envie d'intervenir sur l'histoire des normes, puisque l'INRIA... Comme on l'a vu, il y a beaucoup d'efforts en fait, effectivement, aujourd'hui qui sont faits pour essayer de converger vers des normes. C'est une question qui est vraiment difficile, parce que comme on l'a vu, il y a des technologies qui, sans être forcément extrêmement impressionnantes au niveau de leur intelligence, chamboulent quand même beaucoup de choses. Il y a plusieurs manières d'approcher les normes. Par exemple, il y a celle de l'aéronautique. En aéronautique, on a un système de certification où il est absolument nécessaire de comprendre et de prouver à 100% que le logiciel qu'on va mettre dans l'avion ne va jamais tomber en panne et jamais causer d'accident. Et on est vraiment obligé de montrer qu'on comprend pourquoi. Il y a d'autres approches, par exemple en médecine. Aujourd'hui, il y a beaucoup de médicaments qui sont utilisés quotidiennement et dont on ne comprend pas véritablement tout le mécanisme de fonctionnement, mais parce que expérimentalement il a été testé selon certains protocoles qui ont montré que statistiquement, si on l'utilisait sur l'ensemble de la population, alors il y avait des gains plus importants que le coût qui pouvait être, par exemple, des effets négatifs sur certaines personnes. C'est un modèle de certification, de normalisation qui est totalement différent. Et aujourd'hui, on a des nouvelles technologies, par exemple les technologies d'apprentissage profond dont on parle souvent dans les médias, par exemple, qu'on pourrait mettre dans les voitures autonomes pour conduire à notre place. Et alors une question qui se pose, c'est que ce sont des boîtes noires. Expérimentalement, il est probablement possible dans les prochaines années qu'on soit capable de prouver que si on remplace les conducteurs par un logiciel qui est basé sur les réseaux profonds, eh bien statistiquement, ça va effectivement causer beaucoup moins d'accidents. Mais sauf que quand il y aura des accidents, on ne pourra pas vraiment expliquer pourquoi il y a eu un accident et on n'aura pas pu vraiment le prévoir. Et donc du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut essayer de développer une approche de certification qui vient de l'aéronautique? Ou est-ce qu'il faut essayer de développer une approche qui vient, par exemple, de celle de la médecine? Et ça, c'est vraiment une question fondamentale, compliquée, et aujourd'hui, on n'a pas vraiment de réponse, et il faut continuer à travailler. Donc pour rebondir là-dessus, juste, le CNE, il y a une consultation qui est faite, pour nous les chercheurs en tout cas, pour essayer de participer à un aspect sur l'IA, complémentaire à ce qui existe sur la bioéthique ou ce qui existe en ce moment. Et il y aura une consultation nationale, je pense, avec des questions qui seront posées différents acteurs de la société sur comment voit-il l'IA, comment voit-il des dangers ou pas. Enfin, il y a quelque chose qui est en cours en ce moment. Mais pour continuer sur ce que tu disais tout à l'heure, sur les... Je vais quand même laisser la parole à la salle parce qu'il y a plein de questions. Juste une ouais, mais faites vite. Sur l'apprentissage profond, qui est une boîte noire, on travaille beaucoup sur ces aspects-là et on l'encadre par des benchmarks. Donc, tout système complexe n'est pas forcément explicable. Il faut arrêter de penser qu'on va toujours tout pouvoir expliquer. Mais par contre, on peut l'encadrer par un certain nombre de jeux de tests qui permettent d'évaluer en fait son comportement aussi. Alors, il y a une question là. Voilà. Bonjour, Anna Bertin de l'Université d'Angers, chercheur en physique. Je voudrais juste présenter une vision peut-être personnelle de cette intelligence artificielle. Je pense que l'intelligence artificielle, en fait, c'est l'intelligence humaine mise en commun, donc une intelligence collective. Donc même si les objets et Internet, les robots, en fait, ce sont des créations humaines, mais des créations collectives. Donc on a mis en commun toute l'intelligence de la planète
6 milliards de personnes. Et c'est sûr que cette intelligence collective, en son ensemble, elle va être plus puissante que l'intelligence individuelle de chacun. Donc ça va être le reflet si on doit avoir peur ou si on doit avoir confiance dans ces objets du futur, ça va dépendre de chacun d'entre nous individuellement, si ce seront dans des buts positifs ou dans des buts négatifs, si on va créer des soldats pour tuer d'autres personnes ou si on va créer des objets qui vont aider les gens. Donc ma façon de voir, c'est que bon, il y a ces boîtes noires, mais il y a un put, on va dire les entrées, les données d'entrée. Dans la boîte noire, il y a des algorithmes, des lois mathématiques, physiques qui sont introduites par des chercheurs, et l'éthique vient aussi de comment ça a été projeté, que cette boîte noire fonctionne et qu'est-ce qu'on aura à la sortie. C'est plutôt une remarque qu'une question, on va dire. Est-ce que, à moins que vous vouliez réagir, sinon je vais passer pour une autre question. Il faut répondre. Oui, allez-y. Je voulais répondre. Est-ce que l'intelligence artificielle, c'est une intelligence humaine? Oui. D'abord, l'intelligence artificielle, c'est d'une part une discipline scientifique qui étudie l'intelligence pour mieux la comprendre. Ça, c'est le premier aspect, et ce qui a été évoqué par Pierre-Yves tout à l'heure, quand il a parlé de la naissance de l'intelligence artificielle, c'est cela. La deuxième chose, je crois, qui est importante de dire, c'est qu'on utilise le terme souvent abusivement, pour dire c'est l'intelligence que l'on va projeter sur une machine. Et effectivement, ce n'est pas la machine qui est intelligente, c'est la projection que l'on fait, c'est une forme d'animisme. On parle des objets connectés, mais ce sont des objets, quand on dit qu'ils sont intelligents, ça ne veut pas dire qu'ils ont eux-mêmes une volonté, ça veut dire qu'ils se comportent comme s'ils étaient mus par une intelligence. Et puis il y a une troisième chose dont vous avez parlé, qui est tout à fait importante, c'est l'intelligence collective. Et ça, bien sûr, elle existe depuis longtemps. La culture, c'est de l'intelligence collective, et la technologie, bien sûr, démultiplie ces potentialités de l'intelligence collective de l'ensemble de l'humanité. Il y avait une question la dame, et puis le monsieur derrière. Voilà, merci. Bonjour, Inès Hamet, étudiante en recherche à Angers. Alors du coup, déjà je voudrais vous remercier tous pour vos interventions parce qu'elles étaient extrêmement intéressantes. Et pour revenir très vite sur le titre en fait d'aujourd'hui qui était intelligence artificielle, jusqu'où peut-elle nous porter, je trouve que c'est dommage parce que dans cette question, jusqu'où peut-elle nous porter, ça sous-entend une collaboration positive entre l'homme et la machine, qu'on est nous porter, et on n'a parlé que de scénarios négatifs un peu catastrophes et un peu d'une... Enfin moi ma question posée sur le fait que j'ai l'impression qu'il y a vraiment un très gros décalage entre l'humain et l'intelligence artificielle. Est-ce que vous pensez que ça va être possible pour la société en général de comprendre et de voir l'intelligence artificielle comme vraiment un outil utilisé par les personnes plutôt que comme cette espèce de créature qui existe indépendante et anthropomorphisée qui est indépendante et tout seul en fait? Oui, je suis bien d'accord avec vous. Ce qui est important avec l'intelligence artificielle, je dis, c'est ce que nous attribuons aux machines. Et cette intelligence permet de décupler la nôtre. Elle permet d'aller plus loin dans notre compréhension du monde. Personnellement, par exemple, je travaille sur les humanités numériques. Il ne s'agit pas d'automatiser le travail dans les disciplines d'érudition, dans les humanités, mais au contraire, d'utiliser de nouveaux opérateurs d'interprétation qui permettent de mieux comprendre les œuvres humaines. Et là encore, je dis, c'est passionnant. De même, la science, plus généralement, a subi une révolution épistémologique majeure, qui est liée à ce qu'on appelle les expériences in silico. La démarche expérimentale classique faisait que l'on partait d'une hypothèse, on concevait un dispositif matériel, on recueillait les observations à partir de ce dispositif, on les confrontait à ce qu'anticipait la théorie. Ça, c'est le cycle tel qu'il est introduit par Galilée, tel qu'il est théorisé, entre autres, par Claude Bernard. Aujourd'hui, les choses sont différentes parce que nous avons des capteurs qui enregistrent systématiquement tout un tas de données. Nous avons des simulateurs et ensuite on fait des expériences directement sur les données. Donc ça, bien sûr, l'intelligence artificielle joue un rôle majeur là. Et puis je vais passer le micro à Laurence qui veut dire quelque chose de complément. Porter, c'était un joli mot en fait qu'on n'a pas assez exploité effectivement. Cette complémentarité elle est possible et moi j'avais parlé d'un dossier qui est important, c'est celui de la complémentarité dans le travail qui pose une question qui est anxiogène pour beaucoup. Et on a vu des expériences par exemple dans Francia qui étaient répertoriées de grands groupes comme SNCF avec des syndicats, c'était un certain syndicat, peu importe, qui ensemble essayaient de construire un avenir où le métier était différent, avec des outils informatiques, et ça ils l'ont fait sur plusieurs mois, accolé à Sciences Po, dans l'idée de faire un living lab, et un data living lab. Et c'est pour ça que tout à l'heure je parlais
d'acceptabilité et d'expérimentation. Il faut absolument s'approprier ces outils en les expérimentant. Je pense que c'est essentiel, et tant qu'on n'aura pas compris ça, on aura du mal à expliquer, parce que ce n'est pas des concepts simples, mais on peut, par l'expérimentation guidée, arriver à comprendre les fondamentaux et les concepts nécessaires à la bonne utilisation de ces objets, et en tout cas, arrêter le fantasme. Les gens, ils vous aidaient. Vous aviez envie de contribuer à cette discussion. Oui, tout à fait. Sur le verbe porter. Donc, il y a des applications merveilleuses de l'intelligence artificielle, et depuis longtemps, hein, comme le disait Jean-Gabriel. D'abord, d'un point de vue fondamental, c'est l'une des plus fantastiques aventures intellectuelles de la science, parce qu'aujourd'hui, depuis 70 ans environ, la discipline de l'intelligence artificielle est au centre de cette quête qui consiste à essayer de mieux comprendre la complexité de notre cerveau, la complexité de notre cognition. Et de la même manière, effectivement, qu'en physique, par exemple, on utilise des accélérateurs de particules pour essayer de comprendre ce qui se passe dans le cœur des étoiles. Eh bien, ces accélérateurs ont un rôle fondamental, ce sont des modèles, et ce n'est pas non plus la raison pour laquelle, quand on recrée une réaction chimique qui nous permet de comprendre ce qui se passe au cœur du Soleil dans notre laboratoire, on a un Soleil dans le laboratoire. Ça, c'est la première chose. Ensuite, au quotidien, il y a des applications très importantes et qui peuvent à tous nous parler de l'intelligence artificielle. Par exemple, dans le domaine de la médecine, évidemment, l'un des grands enjeux, c'est de trouver des médicaments nouveaux pour des maladies qu'on ne sait pas encore soigner. Et trouver des médicaments nouveaux, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire découvrir de nouvelles formules chimiques qui vont créer des molécules avec certaines fonctions. Et ça, c'est très compliqué. Jusqu'à il y a quelques temps, eh bien, on était obligé de faire des expérimentations à la main dans les laboratoires où on mélangeait pendant des années des composés chimiques pour essayer d'atteindre la molécule dont on avait en tête la fonction. Aujourd'hui, c'est en train d'aller beaucoup plus vite grâce à l'automatisation des expérimentations justement des molécules, dans lesquelles on a des robots qui mélangent très très vite évidemment tous ces composés-là, mais surtout qui le font avec des algorithmes qui permettent par exemple de prédire la fonction d'une molécule à partir de sa formule chimique. Et ça permet de faire des découvertes beaucoup plus rapidement. Dans le domaine de l'éducation aussi, il y a des choses extrêmement importantes. Par exemple, vous savez tous que, évidemment, un défi très important pour les enseignants quand ils ont 30 élèves en face d'eux ou dans une classe, eh bien, c'est que chaque élève est différent et malheureusement, ils sont tout seuls, ils ne peuvent pas faire une explication personnalisée pour chacun des élèves. Et aujourd'hui, il y a un certain nombre de technologies qui permettent d'augmenter la capacité de l'enseignant à détecter des particularités de chacun des enfants dans la classe, par exemple des logiciels éducatifs, et qui vont lui permettre de découvrir plus rapidement qu'est-ce qu'il faut proposer à cet enfant avec justement l'aide d'un logiciel. Le logiciel qui ne va pas être là pour le remplacer, mais qui va être là pour démultiplier sa capacité à personnaliser son enseignement. Alors, il y avait une question, voilà, le jeune homme. Bonjour, Antoine Lagadec, je suis journaliste. L'intelligence artificielle est une formidable opportunité pour les médias de raconter des histoires avec de nouvelles manières. Il y a beaucoup d'initiatives qui se passent en France et à l'étranger aussi. Je pense notamment ici à Flint, qui est une newsletter qui existe basée sur l'intelligence artificielle. Mais au-delà de ça, c'est aussi une grande menace, et notamment concernant les fake news, dont on parle énormément évidemment depuis 2 ans maintenant. Je voulais savoir quel était votre regard, est-ce que vous avez réfléchi en tout cas à de quelle manière en fait aujourd'hui l'intelligence artificielle peut être un outil pour les médias d'information et peut-être dans quelle mesure aussi elle peut représenter un danger pour eux et de manière plus générale pour le débat démocratique. Bon, déjà, on peut utiliser l'intelligence artificielle pour quantifier des phénomènes qui apparaissent dans la société et qui reflètent des biais dans la société. Hein. Donc, le fait qu'il y ait moins de femmes représentées à l'écran, le fait qu'il y ait moins de données accessibles avec des voix de femmes, si je reprends les problématiques du genre, voilà, on va retrouver, grâce à des outils, on peut quantifier. On peut dire, là, voilà, il y a un problème, il est là, je vous montre les chiffres. Et donc ça, on peut le faire sur beaucoup de choses qui nous permettent d'aller plus loin. Donc l'intelligence artificielle, c'est pas seulement faire des modèles, mais c'est faire des analyses sur nos comportements pour regarder s'ils sont bien ou pas. Et les machines qu'on devrait construire demain, il faudrait les construire justement pour qu'elles ne recopient pas les méfaits qu'on a déjà dans la société et les inégalités qui existent. Donc cette idée d'aller plus loin avec l'outil informatique, il est réel.
Après, la menace, c'est qu'on ne prenne pas le train en marche. Quoi. Là, en ce moment, on est en train de vivre un espèce de siècle des Lumières bis, hein, où on est en train de se poser plein de questions sur les humanités, sur la technologie, sur le fait d'être enfermé dans un système à la Black Mirror qui nous contrôle partout. Vous trouvez plein de liens sur la science-fiction. Voilà, ça nous permet d'avancer aussi sur nous-mêmes et sur ce que nous sommes dans la société. Oui, mais la question que posait notre participant à notre forum, c'est la question de la fake news. C'est-à-dire que même quand vous avez aujourd'hui, même chez Google, il y a une question quand même sur l'algorithme, sur certains types d'algorithmes qui arrivent à finalement entériner des opinions qui sont négationnistes. Pour avoir travaillé un peu là, avec Facebook, par exemple, sur les domaines de recherche, exclusivement, et hors tout contrat de quoi que ce soit, juste chercheur, eh bien, ils ont aussi des outils qui permettent d'aller recueillir des informations de ce type-là, de type fake news, parce qu'on peut retrouver en fait des corrélations de faits qui montrent que ce qui est donné là est faux. Donc on peut arriver à trouver des choses grâce à l'informatique. On peut essayer de trouver aussi des malversations. Les derniers états, par exemple, de Facebook, qui avait revendu des labels qui étaient non politiquement corrects à des entreprises, et ben, c'est parce que en fait, les gens remplissaient mal leurs fiches sur Facebook et mettaient des choses abominables, genre mort assis ou des propos politiquement non corrects. Comme il n'y a pas de contrôle dans ces machines, la machine est capable de sortir des classes qui sont très rapidement. Pour répondre, bien sûr, le journalisme change complètement, hein, et il y a de nouvelles formes de journalisme. Hein, par exemple, ce qu'on appelle le data journalisme, qui permet de vérifier des faits. Et alors justement, vous avez les fake news, avec tous les dangers des fake news, mais vous avez aussi tout le fact-checking, c'est-à-dire toutes les techniques qui permettent automatiquement de vérifier la véracité d'un certain nombre de faits, et qui peuvent être d'ailleurs aussi des faits ou des assertions qui... Non, pas uniquement de discrimination, mais d'hommes politiques, hein, et donc ça contient d'une certaine façon son propre remède, hein, c'est un pharmacone à la fois. Je voudrais juste dire une petite chose en écho à ce qui a été dit tout à l'heure. Le titre, c'est « Jusqu'où l'intelligence artificielle peut-elle nous porter ?» implicitement, mais justement, ce qu'il faudrait, c'est qu'elle ne nous porte pas. Et moi, ce que j'aimerais, c'est jusqu'où pouvons-nous porter l'intelligence artificielle? On va terminer avec une question qui était là-haut, je ne sais plus où était... Ah voilà, non, pas là-haut, à mi-course là. Voilà, vous allez avoir la dernière question, si vous pouvez la faire définitive. Je vais essayer. Quand on parle d'intelligence artificielle, on parle d'intelligence. Et notre intelligence humaine, nous, on l'exprime à travers un vecteur qui est notre langue, la langue française. Alors, quelle place aura la langue française qui va être la langue, c'est notre interface homme-machine en fin de compte. Je suis informaticien à la retraite, hein, donc je ne l'ai pas dit. Donc la langue est essentielle. Or, la plupart des algorithmes développés sont développés par les GAFA, et les GAFA, ils parlent autre chose que le français. Est-ce que ça pose un problème? Parce que ça me ramène à une vieille question au CEA, où il y avait des équipes qui travaillaient sur la reconnaissance des langues et la reconnaissance sémantique, où quand on leur disait, je crois que l'exemple est très connu, la chair est faible, ça se traduisait par la viande est molle. Alors, où en est-on pour notre langue qu'il faut sauvegarder et qui a aussi ses génies? Merci. Bon, j'aime beaucoup cette dernière question. Donc je peux répondre à votre question, effectivement vous avez raison, on fait beaucoup de choses plutôt sur la langue anglaise, américaine, et on travaille beaucoup, nous, dans notre laboratoire, sur les langues rares, par exemple. Donc on a un éventail de choses qui sont moins développées sur ces langues-là. Vous avez raison de dire que c'est un des soucis aussi, c'est des discriminations aussi, le fait qu'on ne va pas faire des modèles sur le basque, mais pourtant il y a des choses qui sont faites sur le basque, sur tous nos accents de région qu'on essaie de maintenir, et sur des langues rares dans le monde entier. Pour revenir à autre
autre chose sur les GAFA. Moi j'ai entendu des choses qui étaient bien plus déconcertantes que ça, c'est-à-dire que ils ont à la fois Google et Facebook, je crois, et peut-être les autres, ils ont des programmes pour aller vers le Brain-Computer Interaction, c'est-à-dire on ne se passe du langage. Le langage est compliqué, comme vous l'avez dit, la sémantique est tordue. D'ailleurs, ces systèmes sont très très faibles sur l'aspect sémantique. Ils apprennent en fait des corrélations de faits, mais il n'y a pas de sens là-dedans, c'est l'humain qui donne du sens. Et c'est que de l'information, ce sont des signaux qu'ils apprennent. Le sens, c'est autre chose. Et pour en tirer une connaissance, il faut qu'il y ait une expertise humaine qui vienne aussi donner un grain de sel. Et ce que j'ai entendu, qui m'a fait un peu peur de la part des dirigeants de Zurich, par exemple, qui travaillent sur le langage et sur l'interaction avec les machines, ils m'ont dit, mais demain, c'est Brain-Computer Interaction, c'est cerveau-machine. C'est-à-dire que la machine ira directement décrypter ce que vous envoyez et vous penserez fortement et donc la machine pourra savoir. Alors c'est complètement fou parce que c'est Elon Musk aussi avec Neuralink qui veut mettre des implants cérébraux pour que nos enfants aient un QI tous à égalité. Enfin c'est des choses terrifiantes qu'on entend parce que c'est absolument pas avéré, la technologie n'est pas au point, la science non plus. On fait des choses exceptionnelles pour les Parkinson avec des implants dans le cerveau, mais on n'en est pas du tout à comprendre le substrat de la pensée, à savoir comment c'est codé, et encore moins à pouvoir le faire sur une machine. Donc il y a un abus total dans ça. On essaie de nous envoyer sur tant mieux. Jean-Gabriel Ganassa, je crois que vous vouliez intervenir. D'accord, je vous donnerai le dernier mot alors. Oui, merci pour cette question qui effectivement met le doigt sur la question fondamentale du langage, qui est une composante évidemment essentielle de l'intelligence. Alors, justement, pour revenir à ce qu'on disait sur le rôle de la discipline de l'intelligence artificielle pour essayer de nous aider à mieux comprendre la cognition humaine, justement sur le langage, il y a eu des choses très intéressantes qui ont été faites dans les dernières décennies où on a essayé de modéliser la manière d'abord dont les enfants apprennent à parler. Et l'une des choses qui a résulté d'un certain nombre de ces recherches, en complément de la psychologie et des neurosciences, c'est de mettre en avant le rôle fondamental du corps, du fait qu'on ait un corps de chair et de sensations pour nous permettre de comprendre, de mettre de la sémantique sur du langage. Et ça, c'est le résultat de tout un domaine de l'intelligence artificielle. Et ce qui est assez rigolo ou étonnant, selon le point de vue, c'est que par ailleurs, aujourd'hui, un certain nombre de chercheurs dans ces grandes entreprises essayent de faire des chatbots, donc des logiciels qui sont capables de discuter avec nous, et bien simplement en étudiant des corpus de dialogue entre des humains, des corpus et des bases de données où il y a tous les dialogues par exemple que vous pouvez faire sur Facebook ou sur d'autres réseaux sociaux, et puis en les nourrissant à des algorithmes d'apprentissage. Et dans tout ça, il n'y a que des symboles, il n'y a que des lettres, il n'y a aucune sensation. Et donc, d'autres travaux en intelligence artificielle nous disent que par défaut, on sait d'avance que ces trucs-là, ça ne pourra jamais comprendre le langage. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il y a d'autres travaux de modélisation qui justement sont intéressés à modéliser la formation des langues et l'importance de leur diversité. Et notamment, par exemple, quelqu'un que je connais très bien, qui s'appelle Luke Stills, qui a développé un programme de recherche pendant plusieurs décennies pour essayer de comprendre l'origine de la diversité des langues sur notre planète avec des modélisations robotiques. Et ce genre de travail a permis de mettre précisément en forme l'idée intuitive que l'on peut avoir, qui consiste à dire que chaque langue est porteuse d'une manière de concevoir, de conceptualiser le monde. C'est pas juste un outil de communication, c'est aussi une manière de concevoir le monde. Et du coup, ça rejoint évidemment votre remarque, il est très important de conserver d'autres langues que la langue anglaise, d'autres cultures, parce qu'elles sont porteuses d'une autre vision du monde. Alors juste trois petits points là-dessus. D'une part, effectivement, l'intelligence artificielle permet de mieux étudier la langue. Il y a beaucoup de travaux de linguistique qui utilisent des très gros corpus qu'on exploite avec des techniques d'apprentissage et d'intelligence artificielle. Donc, de ce point de vue-là, c'est très positif. La deuxième chose, c'est que la langue, c'est aussi la littérature. Et justement, on peut mieux étudier la littérature avec des techniques d'intelligence artificielle. C'est ce qu'on fait, entre autres, dans mon équipe. On travaille avec des équipes de littérature de la Sorbonne pour concevoir de nouvelles façons d'explorer, en reprenant des théories de la littérature, comme les théories sur l'intertextualité ou sur la génétique textuelle, qu'on exporte sur des très gros corpus. Et de ce point de vue-là, donc, je crois que c'est extrêmement positif. Et puis, troisième point, et pour terminer, vous avez parlé de la langue, et vous vous souvenez d'Ésope, la fable d'Ésope, la langue, c'est à la fois la meilleure et la pire des choses. J'espère que l'intelligence artificielle, c'est un peu comme la langue, c'est à la fois la meilleure et la pire des choses. Et bien là-dessus, nous allons nous quitter. Alors